Bon après-midi encore une fois et bienvenue chaleureux à tous nos participants qui nous rejoignent sur le webinaire Trafic de migrants, traite des êtres humains et gouvernance des frontières en Afrique. Je suis le docteur Lena Kelly. Je suis le professeur adjoint ici pour l'État de droit, ici au CESA. Je suis ravie de commencer ce séminaire qui est le troisième de notre série trimestrielle sur les approches du gouvernement pour contrer la criminalité transnationale. Et je vous organiser pour la stratégie de l'Union africaine pour une gouvernance mieux intégrée à des applications pour contrer la criminalité transnationale organisée que nous avons explorée lors des deux derniers webinaires dans la série. Une était sur les ressources naturelles liées à la criminalité organisée et l'autre concernait le vol de bétail. Ce sont des zones stratégiques. Les frontières sont des zones stratégiques pour les activités illicites que les criminels exploitent, mais aussi ce sont des lieux où les acteurs de la sécurité et d'autres acteurs de l'État et les communautés peuvent adresser les défis de sécurité concernant les économies illicites. Ce webinaire aujourd'hui, notre objectif, c'est de donner des compréhensions meilleures sur les réponses que les acteurs de secteur de sécurité peuvent mettre en place pour renforcer la résilience des communautés concernant la criminalité. Suivant la convention de Palerme aussi, comment les approches de bien impliquer les communautés frontalières pour contrer justement ces schémas de criminalité organisée. Nous luttons contre cela. Beaucoup plus d'informations pour la lutte contre le CTO sont sur notre site web. Avant de ne commencer notre discussion d'aujourd'hui, nous allons maintenant passer la parole à notre directrice du CESA, Madame Amanda Dory. Merci beaucoup, Dr. Kat Kelly, d'avoir commencé notre séance aujourd'hui dans notre série de gouvernance des régions frontalières. Ma caméra ne fonctionne pas, mais je voudrais dire bonjour à tous. Bonjour, bon dia, Mizazure, assalamu alaikum à tous nos anciens élèves et nos amis et contacts que nous avons du CESA. Je vous parle de notre campus de l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Nous avons un panel d'experts aujourd'hui dont le travail se penche justement sur le trafic de migrants, la traite des êtres humains et ce qui concerne la gouvernance des frontières en Afrique. Nous avons des participants aujourd'hui de plus de 50 pays qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous nous attendons à avoir une conversation très riche. Le CESA, comme vous le savez, opère ici à Washington depuis plus de 20 ans, reçu la charte du Congrès américain. On se penche à fournir des services concernant les questions de sécurité sur le continent de l'Afrique et à savoir comment les États-Unis peuvent soutenir à travers des programmes académiques, universitaires, pour fournir, assurer la sécurité pour tous les peuples de l'Afrique et pour assurer que les gouvernements de l'Afrique soient redevables à leurs citoyens. Et lorsqu'on se réfléchit justement sur la sécurité des citoyens dans les zones frontalières qui sont bien fragiles, souvent, notre méthodologie de dialogue, de débat, tout cela va faire partie de notre conversation d'aujourd'hui. Avant de ne repasser la parole à Kat, je voudrais vous rappeler que notre site web contient beaucoup d'articles, de ressources qui peuvent bien vous être utiles. Et si vous n'avez pas pu vous rendre à un webinaire passé, vous pouvez trouver toutes nos publications, tous nos webinaires affichés sur notre site web. Il y a le résultat des élections du Kenya, les cartographies sur le continent concernant le changement climatique, d'autres conflits.
Et il y a beaucoup de ressources sur notre site web qui peuvent vous être très utiles dans plusieurs langues. Je suis ravie que nous avons avec nous deux intervenants très chevronnés. Merci beaucoup, Amanda. Oui, je suis avec vous de Brazzaville. Je vais présenter mes deux panélistes chevronnés aujourd'hui qui proviennent de parties différentes du continent de l'Afrique. Ce sont des experts de plus haut niveau. Nous avons du Sénégal le docteur Ali Tandian, qui est professeur associé de sociologie au Université Gaston Berger au Sénégal. Il est PDG et fondateur du groupe d'études et de recherche sur les migrations et faits de société. C'est un groupe de recherche du Sénégal. Il est aussi le président de l'Observatoire sénégalais sur l'immigration. Il a effectué il a été conférencier invité au Centre pour la migration, les études interculturelles. Il a reçu beaucoup de primes. Docteur Tandian, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui comme panéliste. Nous avons aussi Madame Maureen Ashiang, qui provient du Kenya. Elle a consacré plus de 25 ans au service public. Elle a été chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Éthiopie et représentante de l'organisation auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, où elle a travaillé sur la politique migratoire. Elle a également dirigé la division des partenariats internationaux au siège de l'OIM à Genève, où elle s'est occupée de la coopération interétatique mondiale et du dialogue sur la migration. Elle a été chef de mission de l'OIM en Haïti. Elle a aussi travaillé au Kenya pour les questions de changement climatique. Alors, bienvenue à nos panélistes distingués. Nous allons commencer notre dialogue. Si les panélistes peuvent maintenant allumer leur vidéo. Je vais commencer avec Madame Hatching. Maureen, est-ce que vous pouvez commencer en passant 7 minutes à nous donner la différence entre justement le trafic des êtres humains, le trafic de migrants et parler des tendances récentes sur le continent, qui sont les acteurs clés impliqués dans l'organisation criminelle du trafic des migrants, des traites des êtres humains et quelles sont les populations les plus vulnérables à ces activités. Alors, s'il vous plaît, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Je voudrais tout d'abord remercier le César de m'avoir invité comme panéliste pour ce séminaire aux côtés du Dr. Ali Tandien, qui est la plus grande renommée. Je suis aussi ancien élève du César. Je pense que je remercie le César d'avoir vraiment élaboré et étudié les questions pertinentes sur le continent. Nous avons besoin de plus de discussions comme celle-là. Alors, vous m'avez demandé de réfléchir, de faire la distinction entre justement le passage clandestin, la traite des êtres humains. Je vais essayer de bien vous faire cela le plus dans et puis aussi vous parler des approches politiques à tout cela. La migration dans le monde, c'est les gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre avec l'intention de trouver des nouveaux lieux d'habitation ou bien temporaires ou permanents. Mais il va sans dire que notre définition à ce qui constitue la migration de l'OIM, nous définissons cela comme le processus par lequel une personne se déplace à travers ou bien à travers des frontières ou bien au sein d'un État. Et que ce soit
que ce soit que ces personnes ont une situation régulière ou irrégulière dans le pays. Qu'est-ce qui cause ces déplacements? Basé sur cette définition, les gens qui sont des victimes ou qui utilisent les trafiqueurs, les passants, nous fait demander qu'est-ce que ça veut dire justement le passage illicite, le trafic des migrants. Le trafic des migrants, c'est la facilitation afin de buts lucratifs pour faire entrer des gens de façon irrégulière dans d'autres pays. Nous savons que les criminels qui sont à l'arrière de cela saisissent l'opportunité parce que pour en profitant des gens qui vraiment cherchent à se déplacer pour des raisons économiques ou autres. C'est le résultat souvent de désastres et politiques et désastres naturels, catastrophes naturelles. C'est le recrutement, le transport, l'hébergement, l'accueil de personnes à travers la fraude, la déception, dans le but de les exploiter dans des buts lucratifs, de leur faire des fausses promesses, d'utiliser la fraude, la tromperie. Il y a des distinctions importantes entre justement le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Une distinction importante, c'est que dans les deux, il y a la déception, il y a la coercition, il y a la fraude, la tromperie dans le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Les deux sont organisés par des criminels organisés, justement toujours pour des buts lucratifs. J'ajouterais qu'il est important de noter que de plus en plus, il n'y a pas de vraie démarcation entre les deux. Beaucoup de gens qui commencent par étant justement des migrants finissent par étant des victimes de la traite des êtres humains. Ce sont les passants qui en profitent. Alors, très rapidement, en ce qui concerne les tendances récentes en Afrique, il y a des régions sur le continent où il y a une circulation libre, des régimes de circulation libre. Et donc, mais la CEDEAO et l'Union maghrébine arabe et la CEA, toute discussion autour de ce trafic d'êtres humains, etc., doit être plus nuancée, en fait. Parce que le droit de franchir les frontières n'est pas bien établi. Et donc, cela dit, bien sûr, il y aura des migrants qui proviennent d'autres régions et certains qui vont utiliser les services des passeurs et des trafiquants et qui vont se retrouver dans des situations irrégulières. Et donc, il y a cet élément extra-régional, c'est ce qui veut dire qu'il y aura toujours ce phénomène. Alors, le problème dans ces trois régions sont vraiment très différents. Quand on parle des gens qui sont citoyens des pays dans ces CER, et donc il est important de noter qu'entre ces trois régions, la CEDEAO, le WAMU et CEAS, cela représente 28 pays, plus de la moitié des pays du continent africain, et qui ont des régimes de circulation libre bien établis. Donc, dans les régions, cette discussion autour de cette migration irrégulière parmi ces 28 pays sont plutôt à propos des droits qui sont applicables à ces non-citoyens. Ça va avoir avec les opportunités d'emploi qui peuvent être fournies sans en fait démunir les citoyens d'opportunités d'emploi.
Et il y a aussi, bien sûr, des questions à propos de comment les initiatives telles que le programme conjoint de l'Union africaine sur l'emploi qui aide les chercheurs d'emploi et fournit des opportunités dans les pays africains. Il faut s'assurer que ceci est bien réglementé et ne prive pas les citoyens d'opportunités d'emploi. Et donc, c'est important de considérer ceci. Et je vais rajouter que la tendance est vers de baisser les barrières par rapport à ces mouvements en Afrique. Et donc, il y a un indice qui a été publié que 27 des 55 pays africains sont maintenant complètement ouverts aux citoyens d'autres pays africains, donc ce droit d'accès. Et donc, la tendance sur le continent est vers une plus grande ouverture plutôt que d'établir des barrières supplémentaires à la circulation libre des personnes. Mais malgré ceci, les situations irrégulières continuent à exister dans toutes ces régions, même si elles ont la circulation libre des personnes. Pour certains, ils n'ont pas les bons documents et on sait qu'il y a encore beaucoup de défis dans ces pays pour que les citoyens puissent même obtenir ces documents pour pouvoir voyager. Et donc, les citoyens de ces trois régions vont souvent se trouver dans une situation irrégulière quand ils partent vers une autre partie du continent. Enfin, les initiatives sont ambitieuses, mais on connaît les défis présentés à l'accès aux opportunités. Cela présente un terreau fertile pour les passeurs, les trafiquants, etc. Et donc, il y en a encore beaucoup à faire pour améliorer cette situation. Et donc, l'Union africaine doit continuer à travailler sur ce programme conjoint. Et dernièrement, qui sont ces éléments criminels de criminalité organisée en Afrique, comme à travers le monde, les passeurs, les trafiquants de migrants, d'êtres humains sont des réseaux transnationaux criminels très bien organisés. C'est des criminels, évidemment. Mais il y a différentes caractéristiques entre les passeurs et ceux qui font la traite humaine. Souvent, les facilitateurs de ces mouvements en Afrique sont des gens qui cherchent à faciliter le mouvement de personnes au sein de communautés au sein desquelles eux-mêmes vivent. Alors souvent, on les voit comme des facilitateurs, comme en fait, comme des courtiers presque. Donc, ils ne sont pas forcément vus comme ils devraient l'être en tant que criminels. Et cela veut dire que de les arrêter, de les punir devient plus difficile parce que c'est des personnes qui sont acceptées au sein des communautés et souvent respectées. Et je dois souligner que malgré ceci, ce sont des criminels et on doit encore en faire beaucoup pour s'assurer que les communautés au sein desquelles ils vivent et dont les membres utilisent leurs services, que ce point de vue change. Les victimes sont des jeunes, très souvent, qui essayent d'avoir accès à des opportunités qui existent loin de leurs frontières. Ils cherchent des opportunités dans le secteur de la construction au Moyen-Orient, pour les services au sein des foyers au Moyen-Orient. Et il y a souvent des mariages précoces pour en fait gérer la situation dans les zones où il y a de la sécheresse et des problèmes. Bon, un rappel important quand on parle des tendances de migration en Afrique, et la plupart de la migration africaine est interafricaine.
elle est de forme régulière plutôt qu'irrégulière en général. Les Africains émigrent vers d'autres régions du monde d'une manière régulière. Et l'immigration, et ceci est un sujet important pour les décideurs politiques, et ce sont les violations des droits humains associées à ceci. Mais ça ne devrait pas être ceci qui définit la migration africaine, parce que ceci représente moins de 10% de la migration africaine. La plupart de la migration africaine prend place au sein du continent africain et la plupart est régulière plutôt qu'irrégulière. Voilà, Dr. Kelly. Merci, Madame Achiang, et merci d'avoir souligné la différence de ces différents concepts et cette dernière idée du fait qui est essentielle que nous devons considérer avant de continuer à parler de cette traite humaine mais il faut vraiment comprendre le contexte où se trouve la dynamique de la migration régulière sur le continent. Merci. Alors, je vais passer en français parce que maintenant, je vais demander à Dr. Tandian de répondre à une question. Oui, Dr. Tandian, je voudrais vous poser la question suivante. Quels sont les facteurs qui poussent les citoyens des pays de l'Afrique de l'Ouest à poursuivre de temps en temps ces voyages dangereux à travers la Méditerranée? Et dans quelle mesure est-ce que ces décisions influencent-elles les tendances dans le domaine de la traite des êtres humains et le passage illégal des clandestins? Alors, je vais vous donner à peu près 7-8 minutes pour répondre à cette question. Et je crois que ce que Mme Achiang vient de décrire comme des tendances plus larges dans le domaine migratoire va nous aider alors maintenant à nous focaliser sur certaines parties de ces facteurs. Alors, la parole est à vous dans ce domaine. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Madame, pour m'avoir donné cette opportunité de partage avec d'autres. Je passe le bonjour à Madame Maureen pour son intervention que je salue. Mais je suis content de vous entendre dire des voyages dangereux, mais il faudrait se poser une question, dangereux aux yeux de qui? Je pense qu'il faut replacer le contexte dans l'actualité des routes migratoires. Dangereux aux yeux de qui? Vous savez, quand on interroge les candidats à la migration au niveau des nouvelles routes migratoires, que ce soit au Sénégal, par exemple à Kédougou, à Salémata, Saraya, etc., ou encore plus récemment ces nouvelles routes que le Covid a eu à créer ou bien à intensifier au niveau de Konfintin, de Sendou, de Fass Boye et autres, ou encore dans l'espace ouest africain, au niveau auprès des migrants de transit comme au Niger, quand on interroge ces jeunes sénégalais, guinéens, gambiens et autres, qui sont à Agadez, à Bilma, à Séguédine ou bien à Dirkou, ou encore même plus récemment au Maroc, avec ce qui s'est passé au niveau de Nador. Quand on interroge souvent ces jeunes, le discours qui revient, c'est quoi? Le discours, c'est est-ce qu'il n'est pas plus dangereux de rester vivre dans leur pays que de prendre les routes migratoires? Donc, je pense que parler des voyages dangereux nous amènerait à comprendre où se situe la dangerosité et où se situe la criminalité avec les routes migratoires. Et quand on fait un nuage de mots, méthodologiquement, à partir d'entretiens, que ce soit individuels ou des entretiens collectifs, à partir de Dakar, à partir d'Abidjan, à partir de Niamey ou bien à partir de Conakry, les mots qui reviennent souvent chez ces candidats à la migration, c'est la gouvernance, c'est l'emploi, c'est le travail, c'est la lutte contre la corruption, c'est la justice, c'est la pauvreté, c'est le besoin d'investissement, c'est le besoin d'entreprendre, ou encore, tout simplement, c'est la recherche d'une meilleure opportunité. Mais tout ça laisse penser qu'il faut se pencher d'abord sur les causes profondes de la migration pour comprendre ce qui explique aujourd'hui cette dangerosité et la situation de trafic. Et tout cela pour dire que
c'est un peu difficile de parler de migration, de route migratoire, d'envie de partir, ou pour reprendre ce que vous venez de dire, les voyages dangereux, sans évoquer peut-être avec un peu de pudeur la question de justice sociale. Ça, c'est un premier élément que je voulais souligner. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que d'abord, la migration n'est pas un phénomène. La migration, c'est un fait social. Ça, je pense qu'il faut le comprendre parce que tout le grand biais méthodologique et la grande difficulté que nous avons dans l'analyse, c'est qu'on continue à penser la migration comme un phénomène alors qu'il faut le penser comme un fait social. Le deuxième élément, c'est que la migration ne peut pas être pensée et comprise en s'enfermant ou bien en nous enfermant dans un cadre matériel. Non. Le cadre matériel ne nous donne pas l'opportunité. Il ne faut pas penser la migration comme la recherche de biens matériels. Parce que quand on interroge les migrants, quand on interroge les populations qui sont dans les circulations, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, on voit que la migration a besoin d'être comprise dans la construction de la personne ou même dans la construction du sexe social. Je donne des exemples. Vous savez, chez les Peuls qui sont un peu partout dans cet espace ouest africain, ils nous disent la plus belle des femmes est celle qui parle à voix basse et qui est toujours restée à la maison. La plus belle des femmes, c'est celle qui parle à voix basse et qui reste toujours à la maison. Cela renvoie à quoi? Cela renvoie qu'à l'homme revient la sphère publique et à la femme la sphère privée. C'est l'idée de borom cœur, comme on dit au Sénégal, et de borom nek chez les sociétés wolof. Vous savez, tout ça laisse penser que la migration, c'est dans la construction, cette manière de façonner l'acteur, et il faut le comprendre comme tel. Et d'ailleurs, il y a d'autres proverbes qui nous disent que si tu as un enfant, laisse-le partir. Soit il revient avec de l'argent, soit il revient avec le savoir, soit il revient avec les deux. Ce qui laisse penser qu'il faut encourager ces populations à partir. Mais partir dans quel contexte? D'autres proverbes peuvent être évoqués, pas qu'au Sénégal, mais dans des sociétés Haoussa ou dans des sociétés mandingues, où l'on peut évoquer pas mal de proverbes nous disant que si tu vois quelqu'un fuir et préférer tomber dans le feu, cela veut dire que ce qui le poursuit est pire que le feu. Mais comment comprendre aujourd'hui ces migrations irrégulières dans nos sociétés? Je pense que dans le système langagier ouest-africain en général, des proverbes sont annoncés ça et là pour faire l'apologie du voyage ou bien l'apologie des migrants. Et ces maximes, ces proverbes façonnent la présentation mentale, traversent les consciences collectives des populations et contribuent en partie à l'envie de voyage. C'est ainsi que certaines destinations sont perçues ou représentées comme des destinations de rêve pour une majeure partie des populations jeunes. Et cette envie de partir, c'est davantage accéléré ou a pris davantage de forme avec l'impact des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, quelle est la place des réseaux sociaux dans les routes migratoires? Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'avec certains réseaux sociaux, ils ont déjà quitté le Sénégal sans être sûrs d'arriver en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, la place des réseaux sociaux est à prendre en compte pour comprendre les routes migratoires. Et le postulat est dans la recherche de meilleures conditions de vie comme une des causes principales de la migration, n'est pas à négliger. Il trouve son fondement dans la dégradation persistante des structures socio-culturelles ou socio-économiques dans nos territoires et partir et devenir pour certaines populations comme la voie à entreprendre, d'autant plus que la rumeur est dans, nombreux sont les jeunes aujourd'hui qui ont espéré partir, sortir, rejoindre d'autres et ils pensent que la réussite c'est là-bas. Le voyage donc constitue pour eux l'abrégé possible vers la réussite, vers la réalisation. Et la migration n'est pas uniquement la recherche de l'emploi, mais c'est la carte à exhiber pour montrer qu'on existe. C'est la carte à exhiber, l'expérience du voyage est la carte à montrer pour manifester cette réussite qui est recherchée dans nos territoires. Pas que réussite au sens matériel, mais réussite au sens social,
parce que c'est un capital à la fois social et symbolique, pas forcément que la recherche de l'emploi, parce que tous ces jeunes qui sont sur les routes migratoires ne sont pas forcément des jeunes à la recherche de l'emploi, mais parfois même certains qui abandonnent un emploi pour rejoindre les routes migratoires. Et je pense que c'est un élément fondamental à prendre en compte pour comprendre aujourd'hui pourquoi la question de la traite ne cesse de prendre des ampleurs malgré tous les efforts qui sont mobilisés, parce que cette envie de vouloir se réaliser, elle est là, elle est manifeste et continue à faire fantasmer des populations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Tondian, d'avoir exposé un peu cette envie de se réaliser, comme vous venez de dire, et l'idée que ces migrations sont des faits sociaux. C'est même le titre de votre groupe de recherche à l'université, j'ai remarqué. Et alors, c'est bon de vous avoir parmi nous pour partager un peu à partir de vos recherches empiriques, ce que vous êtes en train de trouver dans ce domaine. Alors, merci d'avoir exposé tout ceci. Let me turn back to Maureen. Je vais maintenant me retourner vers Maureen. Est-ce que vous, Maureen, vous pouvez passer 7 minutes à nous parler des leçons apprises de l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, à savoir comment les acteurs de la sécurité peuvent répondre justement à ces questions de la traite des êtres humains, de la migration illicite et les préoccupations concernant la sécurité. Merci beaucoup, Dr. Kelly, de votre question. Il y a en fait des leçons importantes à apprendre, à savoir quelles sont les meilleures réponses de la part des acteurs étatiques pour répondre à ces crimes. Ces phénomènes, on devrait parler de ça comme des phénomènes, pas seulement de crimes lorsque nous parlons justement du passage clandestin ou le trafic des migrants, le traite des êtres. Le sentiment de sécurité de la part des citoyens, pas leur sécurité véridique, mais leur sens, leur perception de cela, fait de sorte que la confiance des citoyens dans leur gouvernement, le manque de confiance de ces populations dans leur gouvernement est un phénomène important aussi. Dès que cette confiance est perdue, parce que les passants et les trafiqueurs des êtres humains prennent le dessus, cela va résulter dans beaucoup de faux récits envers les migrants pour leur faire croire que les choses sont encore pires. Je voudrais ajouter qu'en Afrique, tout comme dans le reste du monde, les immigrants ne sont pas plus que la population des citoyens. Les migrants ne vont pas être des criminels. Ils ne sont pas criminels. Mais on ne peut pas renier le fait que les agents des secteurs de sécurité doivent bien savoir qui est dans le pays et concernant les immigrants, et doivent s'assurer qu'il n'y ait pas un grand nombre d'immigrants sans papier sur leur territoire. Les leçons apprises de la Corne de l'Afrique, tout d'abord, les actions entreprises par le secteur de la sécurité seules ne vont pas bien régler ou contrer le trafic des passants. Tant qu'il y aura des gens qui cherchent à immigrer, cela va continuer. Il y aura toujours des gens qui vont fournir leurs services pour ceux qui cherchent pour les migrants et ceux qui vont aider les gens qui vraiment sont à bout de force pour entreprendre ces trajets très difficiles et dangereux.
Mais dans les yeux de la perception de ces jeunesses, pour eux, la route n'est pas plus dangereuse que le fait de rester chez eux. Il faut donc mettre en place, il faut bien comprendre la différence entre les crimes du passage illicite des êtres et aussi la traite des êtres humains. Et basé d'après notre expérience dans la Corne de l'Afrique, une réponse provenant des forces de la sécurité ne va pas à elle seule répondre ou résoudre ce problème. Il est essentiel d'adresser les causes réelles, les causes racines qui rendent victimes les personnes les plus vulnérables au travail des passants et des trafiqueurs. La capacité des passants et des trafiqueurs de faire leur travail va être diminuée si, par contre, nous adressons les causes racines de l'immigration irrégulière. Et donc, les forces de sécurité, à elles seules, ne peuvent pas résoudre ce problème. Alors, dans la Corne de l'Afrique, il y a un lien bien établi entre les périodes d'immigration élevées et les périodes de grande sécheresse. Et ça, c'est dans le contexte de la Corne de l'Afrique. Nous avons que c'est une des deux régions sur le continent qui reçoivent un impact économique le plus dur vis-à-vis le changement climatique. Ensuite, nos efforts d'appréhender et de punir les passants, les trafiqueurs, cela n'existe pas toujours à un niveau national. Alors, d'appréhender les trafiqueurs ne résulte pas toujours à leur poursuite judiciaire. Alors, les appréhender, souvent, on les relâche et donc c'est un recyclage de trafiqueurs et le trafic des jeunes continue. Il faut avoir des lois robustes au niveau national, une coopération plus robuste interfrontalière pour faire face, pour contrer cette immigration, ce passage illicite, clandestin. Et puis aussi, je voudrais souligner que l'urgence pour opérationnaliser, il faut vraiment voir cela. Il faut rendre plus libre la circulation des Africains sur le continent. La réalisation du programme de l'Union africaine, justement, à ce sujet pour le mouvement, la circulation libre des gens, peut peut-être aussi contrer ce problème criminel. Il nous faut donc avoir des solutions et l'Union africaine s'y prête. Et il faut pouvoir permettre aux jeunes de l'Afrique de pouvoir circuler plus librement. On voit la jeunesse qui part partout, mais il faut avoir une meilleure gestion des frontières. Cela est essentiel en réponse au passage des clandestins et pour contrer la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Et nous savons comment cela touche à l'humanité et qui touche aux gens qui ne cherchent qu'avoir une meilleure vie pour eux-mêmes et pour leur famille. Merci beaucoup, Madame Acheng. Docteur Tandian, je voudrais vous poser une question assez similaire, mais qui se focalise sur votre région, l'Afrique de l'Ouest. Alors, au Sénégal ou dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, quelles sont les réponses nationales et locales que les États ont poursuivies pour lutter contre le trafic et la traite des êtres humains? Et comment les acteurs du secteur de la sécurité peuvent-ils être impliqués?
Qui sont les autres acteurs institutionnels ou communautaires avec lesquels ils devront travailler? Merci pour la question. Ce que les États d'Afrique de l'Ouest partagent le mieux, c'est qu'ils pensent tous que la priorité, c'est la migration. Alors qu'il faut le rappeler, la priorité, ce n'est pas l'immigration, c'est plutôt les mobilités. Je pense qu'il faut déconstruire notre manière de vouloir apporter des réponses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je prendrai l'exemple de 3 pays qui peuvent être considérés comme les meilleurs élèves en matière de gestion, malheureusement pas de gouvernance, mais de gestion des migrations, à savoir le Niger, la Guinée et le Sénégal, bien évidemment. Vous savez, je finirai par le Sénégal. Je commencerai par le Niger, qui est sensiblement considéré comme un des meilleurs élèves en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique en matière de gestion des migrations. Dans ce pays, on a vu une création et une gestion de centres d'accueil et d'assistance aux migrants. C'est le cas au niveau d'Arlit et de Dirkou. On a vu la création du centre de transit à Niamey. On a vu des formations en appoint de manière récurrente de forces de défense et de sécurité. On a vu une production et de diffusion de campagnes d'information et de sensibilisation de manière récurrente. Ça, c'est le Niger qui est peut-être considéré comme un des meilleurs élèves en matière de gestion de migration. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En Guinée également, on a vu des efforts depuis 2006. 2006 parce que la Guinée a eu à signer à Conakry avec l'Espagne un accord en matière de lutte contre l'immigration clandestine. En 2011, un accord a été signé avec la Suisse, entre la Guinée et la Suisse pour le retour de migrants guinéens qui étaient partis en Suisse. Ça, c'est en 2011. En 2015 également, avec les Trust Funds, les fonds fiduciaires, il y a eu des accords qui ont été signés, donnant la possibilité au retour et à la surveillance des côtes de la Guinée. En 2018, ça a été le cas pour ce pays. Et le troisième pays, le Sénégal, qui, on peut le dire, s'est matérialisé en matière de lutte contre la migration en optant pour la sécurité de ses frontières, mais également pour des lois répressives. Ça, il faut le dire. Pour rappel, on se souvient de l'affaire Doudou Faye au Sénégal récemment, où il y a un père de famille qui a été condamné pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, c'était le 8 décembre 2020, parce que tout simplement pensait présumer être derrière la migration d'un enfant. Mais il faut reconnaître que le Sénégal a signé des accords avec l'Espagne, avec le Maroc, toujours dans cette recherche de contrôle de ces frontières. On peut donner l'exemple en 2005 de cette loi, le 10 mai 2005, de cette loi relative à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. Et c'est au niveau du chapitre 2 qu'il faut situer toute la répression mobilisée ou cette envie de répression mobilisée, parce que c'est une loi qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, fondamentale, d'autant plus que cette loi fait du trafic illicite des migrants un délit punissable avec des peines allant de 0 à 10 ans et une amende de 1 à 5 millions. Ça, je pense que c'est une rare fois qu'on voit un pays s'engager de manière très manifeste en matière de lutte contre le trafic illicite des migrants. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le Code de la marine marchande, à travers son article 658 de la loi 2002-22 du 16 août 2001, qui prévoit une amende de 20 000 à 100 000 francs et une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois avec la possibilité de doubler la peine en cas de récidivité.
Je pense que cette loi et ce code de la marine marchande nous laissent penser l'option prise par le Sénégal en matière de lutte contre le trafic. Et tout ça pour dire que, aussi bien pour le Sénégal et les autres pays d'Afrique de l'Ouest, on a cette envie de vouloir lutter farouchement. Mais quelle est la place qu'on devrait donner au secteur de la sécurité? Je pense que ce secteur pourrait jouer un rôle très important en matière d'harmonisation des différentes politiques migratoires, de manière à renforcer la coopération régionale sur ces questions migratoires et à faciliter des migrations transfrontalières. Ça me semble être important comme premier point. Et le deuxième point, le secteur de la sécurité pourrait jouer un rôle important dans le renforcement des institutions qui luttent contre la traite des personnes, par exemple avec l'amélioration de la coopération entre enquêteurs, procureurs, juges, dans le but de poursuivre plus efficacement les trafiquants d'êtres humains. Et le troisième point, c'est un soutien et la protection des migrants, par exemple par la création d'équipes mobiles qui pourraient apporter une certaine assistance et un soutien psychosocial aux migrants ou bien aux personnes victimes de traite. Et en quatrième lieu, moi je verrais bien ce secteur de la sécurité s'engager dans la formulation d'informations et de conseils pour les migrants, par exemple, sur les voies migratoires légales et sûres, ainsi que sur les possibilités d'emploi et les services d'aide. Ces quelques activités ne feront que renforcer la matérialisation de l'idée de armée-nation. Mais je pense que pour réussir cela, il faudrait davantage de communication entre les populations civiles et les hommes de tenue, comme on dit. Il faudrait déconstruire l'idée approximative que certaines populations ont des hommes de tenue. Je pense que c'est de cette manière que le secteur de la sécurité pourrait apporter une plus-value dans cette lutte contre le trafic d'êtres humains. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces 4, 5, 6 suggestions que vous avez mis sur la table sur le rôle que le secteur de la sécurité pourrait jouer dans le domaine, ainsi que d'avoir évoqué cette idée de l'armée-nation qui fait que le Sénégal soit un exemple dans le domaine des relations civilo-militaires aussi. Alors peut-être qu'il y ait pour certains pays des pratiques du passé sur lesquelles on peut baser les réponses maintenant. Alors, merci, Dr. Tandian. Let me do one more round of questions, and then we will... Alors, on va faire une autre tournée de questions. Alors, Madame Achiang, pour revenir sur ce que vous avez déjà dit, pourriez-vous parler pour à peu près 7 minutes des mécanismes africains qui ont été mis en place, dont les personnes qui travaillent dans le secteur de la sécurité devraient être conscients pour en fait aider à cette idée de l'immigration régulière? Merci, Dr. Kelly. Il y a beaucoup de décisions récentes et des politiques récentes de l'Union africaine. Mais la plus importante, je pense, est le protocole au traité qui établit la communauté africaine et le droit de la circulation, le droit de la résidence. Et donc, ceci a été généré pendant la session du 28 janvier. Je pense que ceci aura une grande influence à l'avenir sur les CER et les États membres. Dans le contexte de cette circulation libre, et ça c'est la direction qu'on prend, bien que lentement, évidemment, dans certaines régions, il y aura des problèmes qui vont se soulever, qui vont attirer l'attention des praticiens et de ceux qui travaillent dans ce domaine. Et bien sûr, il y aura et ce seront de nouveaux défis. Le défi pour les décideurs politiques, les praticiens de la migration, c'est vraiment de comment on peut faire évoluer, ils peuvent faire évoluer leur posture
d'une position où on veut empêcher le mouvement à travers les frontières vers une position de faciliter ce mouvement entre les frontières et atténuant cette probabilité qu'il y ait des victimes de traite humaine et de trafic humain. Alors, donc que les gens soient protégés. Alors, comment est-ce qu'on peut bien gérer les frontières en s'assurant en même temps qu'on passe à cette posture de facilitation sans qu'il y ait ces victimes, en effet. Alors, c'est vraiment très important, un sujet. Il faut vraiment y réfléchir d'une manière de région par région, parce qu'il y a une probabilité qu'il y aura une approche à 2 vitesses, en fait, à la mise en œuvre de ce protocole. Ça veut dire que certaines parties du continent feront beaucoup plus de progrès que d'autres, enfin, sont déjà au-delà d'autres régions, la CEDEAO étant la CER championne, en fait, ayant une stratégie déjà établie. Donc, la direction stratégique des leaders africains qui ont été établis, par exemple, par la zone de libre-échange africaine continentale, etc. Et donc, les frontières deviendront des ponts plutôt que des barrières. Et donc, il y a beaucoup d'enthousiasme pour la ZLEAC. On sait que les produits ne peuvent pas traverser les frontières si facilement si les gens ne peuvent pas le faire. Et donc, il faut qu'il y ait ces zones de libre-échange. Et donc, c'est vraiment un sujet essentiel pour l'Afrique pour s'assurer que ces protocoles fonctionnent bien ensemble. Donc, et je dois ajouter que si le continent va se diriger vers un régime opérationnalisé de circulation libre, cela ne veut... La plupart de la migration africaine est intra-régionale. Elle prend place au sein de l'Afrique, même si ça va au-delà mais cela ne va pas, ces éléments ne vont pas éliminer tout cela. Et donc, mais l'attrait des emplois d'outre-mer en Europe, ceci, on ne peut pas l'éliminer, bien sûr. Donc, cela veut dire qu'on peut bien gérer les frontières au sein de l'Afrique. On peut avoir cet élément de la facilitation. Il va falloir quand même améliorer la coopération au sein de l'Afrique, mais aussi avec ces pays en Europe, etc., mais pour améliorer aussi les possibilités d'avoir ces migrations régulières, parce que les gens obtiennent des emplois quand ils arrivent dans ces pays. Et donc, le défi, là, c'est la bonne gouvernance. C'est vraiment le centre, le cœur de tout ceci. Et parce que les trafiquants vont occuper tout espace où il y a un vide. Et ils continuent à le faire. Donc, à l'avenir, le défi pour les décideurs politiques et les praticiens qui veulent éliminer l'impunité pour les trafiquants, les passeurs, et pour obtenir la justice pour les victimes, c'est vraiment de comment peut-on s'assurer de cette protection des victimes et l'appréhension qu'on puisse appréhender les criminels. Et ceci est essentiel et c'est vraiment un but à intégrer dans ce but de la circulation libre au sein du continent. Et donc, je vais terminer en disant que les défis de coopération et coordination inter-États à propos de cette migration, c'est vraiment un sujet qui a des problèmes. C'est vraiment, il y a des retards, il y a de belles initiatives, bien sûr, mais qui rassemblent les gouvernements à travers les différentes régions et les amènent à travailler ensemble pour s'assurer que les trafiquants, les passeurs, etc., ne continuent pas à opérer sans impunité. Mais
encore une fois, ces plateformes de dialogue et de coopération sont rares. Et là, même où elles existent, elles n'ont pas assez de ressources pour fonctionner correctement. Donc, l'initiative de la Corne de l'Afrique, c'est très bien, mais on a besoin de plus de plateformes qui rassemblent ces pays de différentes régions pour travailler sur ce sujet. Alors, cette situation de la migration irrégulière au sein du continent et vers d'autres régions en dehors du continent est vraiment exacerbée par le fait qu'il y a des défis et des mécompréhensions à propos des droits, des obligations des gouvernements pour faciliter le mouvement des migrants. Mais je vous rends la parole. Merci d'avoir souligné en effet le traité pour la circulation libre des personnes et de créer une posture de facilitation. Et oui, l'initiative de la Corne de l'Afrique en tant qu'exemple d'une plateforme de dialogue, on a besoin de plus de ce genre de plateforme. Alors, je pense qu'il y en a encore des choses à dire pendant la session de questions et de réponses. Pour le moment, je vais terminer notre échange modéré entre panélistes par poser la dernière question au Dr Ali. Alors, Dr Tondian, quel potentiel, selon vous, y a-t-il pour les cadres de gouvernance des frontières à aider à aborder les facteurs de la sécurité, de développement et de gouvernance qui rendent les personnes vulnérables au trafic et à la traite des êtres humains? Alors, quel potentiel est-ce qu'il y a dans le domaine de la gouvernance intégrée des frontières à faire face à ces défis? Oui, mais tout l'enjeu, c'est ce que vous dites, c'est la question de la gouvernance. Hein? Tout l'enjeu, c'est la question de la gouvernance. Et je pense que c'est quelque chose qui est souhaité et qui devrait nous faire sortir de ce schéma répressif. Hein? Ce schéma répressif qui se limite à la gestion de la migration ou la gestion des frontières. Vous savez, la gestion des frontières, c'est les questions de sécurité, c'est le contrôle des frontières, c'est les répressions. Hein? Ce n'est pas la recherche de causes profondes des déplacements pour apporter des réponses. Vous savez, la gouvernance des migrations, c'est un processus qui promeut la coordination entre des différentes autorités et cadres juridiques de régulation migratoire afin d'apporter une réponse conjointe et coordonnée aux faits migratoires et d'encourager une coopération régionale et internationale. Je pense que nos États ont plutôt besoin de gouvernance des migrations, de gouvernance des frontières que de gestion des frontières. Et cette gouvernance devrait aider nos États à apporter des réponses qu'il faut pour combattre de manière efficace ce trafic, pour combattre efficacement ce qu'on pourrait appeler les entrepreneurs du voyage irrégulier. Je pense que pour cela, il faut que la question de la migration soit centrale dans nos politiques, soit au cœur de nos politiques, quelle que soit la sphère à laquelle nous évoluons. Nous devons avoir cette possibilité d'offrir une vision claire sur la question de la migration. Nous devons arriver à déconstruire les idées reçues autour de la question de la migration. Parce que sans la déconstruction des idées reçues, on va continuer à avoir une idée négative, on va avoir une idée de répression quand on passe aux questions de frontières. Et la déconstruction des idées, il faut la faire depuis les bas âges et depuis les jeunes générations. Et c'est de cette manière qu'on peut arriver à établir des ponts et non des frontières. Nos États ont besoin de ponts et non de frontières. Il faut qu'on arrive à améliorer des politiques de migration en les partageant sans tomber dans la désignation, sans tomber dans la stigmatisation. Il faut qu'on arrive à comprendre que le discours de la migration ne peut pas continuer à être un discours masculin. Et ça, c'est un discours qu'il faut prendre en compte. Ce discours de la migration ne peut pas continuer parce qu'aujourd'hui, non seulement les femmes migrent, mais les femmes migrent et font migrer. Donc, il faut déconstruire et sortir de ce schéma classique de la migration.
hein. Il faut guider nos États dans l'élaboration de politiques migratoires, ce qui manque d'ailleurs, cette absence de politique. Il faut partager les bonnes pratiques, et le partage de bonnes pratiques doit être fondamental pour nos États pour aller de l'avant, hein, et qu'il faut cela pour tous ces États d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a eu des initiatives quand même au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Madame l'a dit tout à l'heure avec la CEDEAO, à travers son article 19, la libre de la circulation. Je pense que c'est quelque chose à partager, mais c'est quelque chose qu'il faut faire améliorer également, parce que les enjeux changent, les profils de migrants changent, donc le rapport que nous avons avec les frontières vont forcément changer. Je pense qu'il faut aller de l'avant et il faut réserver une place importante à la migration aux questions de frontières dans la recherche. Parce que sans des évidences scientifiques, il nous sera difficile de produire des politiques efficaces. Et je pense que nous devons faire des efforts sur tout cela et nous rappeler qu'aujourd'hui, entre autres difficultés que nous avons, c'est la précocité des candidats à la migration. Aujourd'hui, ils sont très jeunes, ces enfants qui prennent les routes migratoires, qui cherchent à traverser les frontières. Je pense que c'est quelque chose à prendre compte, la précocité des candidats à la migration. Mais enfin, il faut qu'on repense la sensibilisation et la communication en sachant qu'il y a une nuance entre la sensibilisation et la communication en matière de gouvernance des frontières. Aujourd'hui, la grande difficulté que nous avons dans nos États, c'est qu'on fait des campagnes de sensibilisation à partir des zones de départ, alors qu'on aurait dû les faire à partir des zones d'origine. C'est de cette manière qu'on peut avoir une lecture juste, une lecture efficace en matière de gouvernance des frontières dans nos espaces. Merci. Merci beaucoup, Dr. Tondian. Merci à nos deux panélistes, Mme Achieng, Dr. Tondian, pour avoir entamé cet échange très fructueux, je crois, très intéressant, qui a provoqué beaucoup de questions, heureusement. Alors, nous allons faire la transition à la session de questions et réponses maintenant. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire au moins 2 rondes de questions. Je vais vous poser 3 questions, vous deux, et puis si vous pouvez prendre 4-5 minutes pour répondre à vous et votre spécialité, je crois qu'on peut au moins faire 2 tours de questions, sinon 3. Alors, on va essayer d'être ambitieux. Mais d'abord, alors, je vais consulter notre fiche. Nous avons été en train de voir que sont les questions. Je vais commencer avec une en anglais. Une seconde. Okay. So the first question is, la première question a une composante importante, grandissante, c'est dans le trafic des êtres humains et c'est le trafic des enfants, surtout le trafic des jeunes qui sont très doués dans les sports. Alors aussi le trafic des organes. Alors ça, c'est la première question. Et deuxième, je vais maintenant lire 2 autres questions. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des véritables causes de la migration clandestine? Je veux parler de l'exploitation sauvage des richesses naturelles du continent, et le plus riche du monde par l'Occident, de leur soutien indéterminé des régimes politiques corrompus, de la politique d'appauvrissement systématique des pays adoptée par les institutions monétaires mondiales. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aussi de ces facteurs dans notre analyse de ce que sont les causes profondes? Ça, c'est la question 2. Et puis, il y a une 3e question pour le panel. The third question is,
Social networks La are troisième question, les réseaux sociaux sont des canaux privilégiés pour les recruteurs de trafiquants. Comment est-ce que la société civile et la société peuvent s'organiser pour contrer ce problème? Est-ce que vous avez des données sur ces tendances? Alors, voici notre première ronde de tournée de questions. Nous aurons d'autres questions tout à l'heure, mais on va commencer concernant les politiques. Mais alors, Dr. Tandiam, à vous la parole pour commencer. À vous la parole, Dr. Tandiam. Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que ça fait partie des éléments qui sont souvent évoqués, mais avec pudeur, comme je l'ai dit tantôt. Vous savez, cette recherche de justice sociale est à la base même de choix de partir pour de nombreuses populations ouest africaines avec qui nous avons interagi pour comprendre les véritables raisons. Vous savez, que ce soit au Sénégal, au Niger ou autre, nous avons une population jeune qui, malheureusement, on appelle une population pressée. Je pense qu'elle n'est pas pressée. Elle a juste envie de vouloir occuper une place importante dans la mondialisation. Et c'est une population qui est bien au fait de certaines choses. Je pense que toute envie de partir, cette pression que l'on trouve dans les banlieues ouest-africaines, s'explique à cela. On a une population qui est connectée, qui est dans les réseaux sociaux, qui veut vivre pleinement la mondialisation, pas pour la vivre en recevant, mais pour participer. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez à Agadez, vous voyez des jeunes qui ont envie de partir parce que tout simplement, ils ont ce talent sportif ou culturel. Combien y a-t-il de jeunes libériens ou sierra-léonais qui veulent rejoindre l'Europe pour devenir des chanteurs? Combien y a-t-il de jeunes Camerounais à Agadez qui veulent rejoindre l'Europe pour être des footballeurs? Et je pense qu'il y a une interconnexion entre ces jeunes, le championnat local nigérien et les équipes qui recrutent au niveau du sud de l'Europe, en Espagne ou bien en Italie. Mais tous ces éléments ont besoin d'être documentés. Mais vous savez, la recherche sur les questions de migration nécessite des fonds, mais nécessite surtout de la patience et nécessite la connaissance d'être connecté dans ces réseaux. Je pense que tous ces éléments doivent être pris en compte et nos politiques doivent faire davantage d'efforts pour les comprendre, parce que personne ne fera ces efforts à leur place. Mais je pense que ce n'est pas uniquement ces questions politiques qu'il faut prendre en compte. Il y a des questions environnementales aujourd'hui qui jouent un rôle très important sur l'envie de partir. Aujourd'hui, les côtes ouest africaines sont devenues quasiment invivables. Pourquoi? Parce que la pêche ne nourrit plus son homme. Si vous allez à Guednar, nombreux sont les jeunes qui ont envie de partir parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, avec la découverte du gaz et du pétrole, bien évidemment, on applaudit, mais que deviennent ces pêcheurs? Je pense qu'il faut qu'il y ait une interconnexion, il faut qu'il y ait une coordination juste pour faire en sorte que ces populations puissent vivre pleinement et avec justice en profitant des ressources dans le territoire. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et certains pays aujourd'hui en Afrique, je parlerai de la Côte d'Ivoire qui a une économie quasiment à 2 chiffres, mais une économie qui n'est pas inclusive. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des efforts à faire parce que autant certains pays sont riches, pour ne pas dire gracieusement riches en minerais, comme c'est le cas de la Guinée, ces pays, malheureusement, sont de plus grands potentiels de candidats à la migration irrégulière, malheureusement. Merci. Merci beaucoup, Dr. Tandian. Maureen? Thank you, Dr. Kelly. Merci, Dr. Kelly. Je vais répondre aux questions brièvement dans l'ordre où les questions ont été posées concernant le trafic des organes corporels, le trafic
des organes et puis la question de la traite des enfants. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des tendances que nous avons repérées sur le continent sont peut-être, il n'y a pas beaucoup de preuves concernant le trafic des organes, mais il y a un accroissement, c'est certain, en ce qui concerne la traite des enfants, surtout dans certains endroits du continent. Où les enfants sont plus désirables, par exemple dans l'industrie de la pêche, dans des régions du Moyen-Orient, les jeunes garçons sont les travailleurs préférés pour gérer le bétail. Donc, il y a vraiment un accroissement dans le trafic des enfants, la traite des enfants. Et puis, il faut avoir une réponse qui réunit tous les acteurs des pays concernés, des pays qui vont protéger les enfants, travailler avec les organisations de société civile pertinentes pour assurer que justement ces questions de la traite des enfants soient bien gérées. Les opérations dans les pays d'origine, il faut avoir dans les communautés, il faut vraiment avoir des ressources dans les pays d'origine et même dans les communautés d'origine. Alors, il nous faut vraiment une réponse à la base de l'aval à l'amont, de l'aval parce que sinon, les gens persuadent les parents en disant « Donnez-nous votre enfant, il va aller ici ou là, il va se faire beaucoup d'argent, il va avoir une maison aussi jolie que la maison de votre voisin dont l'enfant est déjà parti. » Alors, il y a beaucoup d'attrait, beaucoup d'incitation. C'est très persuasif pour les familles qui peuvent ensuite... pourquoi ne pas laisser les enfants travailler et qui peuvent renvoyer de l'argent aux familles? Donc, il nous faut vraiment un système qui, au niveau de base des communautés, peut empêcher la traite des enfants. En ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles, il y avait d'autres éléments à la question. C'est un problème mondial dans beaucoup de pays et entre les pays. C'est un problème qui doit être résolu. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent justement à savoir comment ces inégalités de ressources et entre pays doivent être adressées. Si elles ne sont pas adressées, cela va mener à beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de conflits et bien sûr l'immigration, la question de migration va s'empirer aussi si les disparités continuent entre les pays. Donc, la troisième question sur les médias sociaux et le rôle des organisations de société civile, je pense que ça prend déjà lieu. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'acteurs et tout le monde semble vouloir jouer un rôle. Et donc, c'est vraiment, il faut établir qui est dans les meilleures positions de faire quoi, dans quel contexte. Mais je pense qu'il y a en effet un rôle pour la société civile, surtout les organisations basées dans les communautés, parce qu'elles ont un accès plus facile que les acteurs du gouvernement dans ces communautés. Alors, il faut, oui, établir une différenciation entre les rôles et les avantages de certaines organisations et de profiter de leur qualité pour créer de meilleures réponses à la migration irrégulière. Merci, Madame Achiang, pour ces réponses à ces trois premières questions. Alors, on a pas mal d'autres questions. On ne va pas pouvoir toutes les poser, bien sûr, mais j'en ai à propos des réponses politiques et je vais les poser à vous deux. Alors, deuxième tournée de questions. Une question est à propos du cadre juridique de l'Afrique de l'Est pour contrecarrer le trafic humain. Alors, comment évaluez-vous ce cadre juridique de l'Afrique de l'Est? Est-ce qu'il est suffisant pour combattre ce fléau d'une manière efficace? Et si la réponse est non, comment pourrait être
comment pourrait-il être amélioré? On a aussi parlé, surtout Maureen, vous avez parlé de ces cadres juridiques. Dr Ali, vous avez donné des exemples de pays qui ont des lois en place. Est-ce que ces cadres sont suffisants? Et sinon, qu'est-ce qui manque? Alors, une question. Et donc, une autre question. Si seulement 10% de la migration va en dehors de l'Afrique, que peuvent faire les États-Unis pour aider, avec les alliés européens, aider à recalibrer la rhétorique, la politique, l'approche envers ce phénomène pour qu'il y ait des bénéfices pour tous les partis? Ensuite, on a eu plusieurs commentaires à propos d'autres cadres, par exemple la Convention de Niamey de l'Union africaine comme étant une convention de référence et aussi demandant que peut faire l'Union africaine maintenant pour mieux coordonner avec les communautés économiques régionales pour mettre en œuvre ces conventions. Alors, une dernière question. Cette série de webinaires a été conçue pour avoir des échanges à propos de la stratégie de 2020 de l'Union africaine par rapport à la gouvernance des frontières. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'initiative de la Corne d'Afrique, le traité sur la libre circulation des personnes, la Convention de Niamey, comment est-ce que tous ces éléments s'intègrent ou pas dans ce cadre de gouvernance des frontières africaines et est-ce qu'ils peuvent être utilisés en tant qu'outil pour améliorer la situation? Alors, des questions difficiles. Je vais commencer avec Madame Achiang et ensuite Dr Tandian. Madame Achiang, vous avez la parole pour n'importe laquelle des questions ou toutes les questions. Merci. Alors, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. D'abord, le cadre juridique de l'Union de l'Afrique de l'Est. Est-ce que ceci est suffisant et comment l'améliorer? Et donc, ces cadres juridiques en tant que réponse à la migration irrégulière. Je ne pense pas qu'ils sont plus faibles que dans d'autres régions. Je pense que ce cadre juridique de l'Afrique de l'Est, enfin les cadres, sont plutôt bien établis parce que c'est vraiment, ils ont des régimes de libre circulation bien établis. La législation est en place au niveau national, en gros, pour poursuivre en justice et punir les trafiquants. Le défi, je pense, est, si on se focalise vraiment sur cette région de l'Afrique de l'Est, c'est que peut-être les agences de gestion des frontières n'ont pas encore pleinement compris qu'il y a ces régimes de libre circulation qui sont en place. Parce que souvent, on verra que leur position est vraiment de rendre les choses difficiles pour les gens quand ils veulent traverser les frontières. Alors, c'est vraiment, il faut éduquer les agents de frontières pour qu'ils comprennent qu'au niveau continental, ce sont des décisions qui ont déjà été prises par des acteurs politiques au niveau les plus élevés et que eux, sur le terrain, doivent suivre ces orientations. Alors, il faut beaucoup de formation, je pense, pour changer cette attitude et de les aider à continuer à identifier les victimes potentielles qui traversent ces frontières pour ce n'est pas seulement de laisser les gens passer, mais aussi d'établir quand il y a un problème. Alors, ceci n'est pas la réalité dans la mesure où ça devrait l'être, mais je pense que ce cadre de l'Afrique de l'Est n'est pas pire que d'autres cadres, parce qu'en fait, je pense cela marche mieux que dans d'autres régions. La deuxième question. Le fait que 10% ou moins de 10% des Africains migrent en dehors du continent et migrent mais la perception de beaucoup de gens en dehors de l'Afrique, c'est que tous les Africains partent de l'Afrique. Mais bon, on le comprend. Parce que si on regarde la télé,
on peut comprendre pourquoi les gens croient que tout le monde, tous les Africains sont sur un petit bateau en train de traverser la Méditerranée. Parce que c'est des images horribles. Et bien sûr, les gens, cela angoisse les gens. Et c'est cette médiatisation de cet aspect de la migration irrégulière provenant de l'Afrique, ce n'est pas utile, ça n'aide pas la situation. Parce que vraiment, il faut qu'on se focalise sur les autres choses qui prennent place sur le continent pour créer un équilibre entre ces points de vue. Parce que la perception des populations en Amérique, en Europe, c'est que tous les Africains sont en train de partir vers nous. Et ça crée un problème politique pour les gouvernements dans ces régions. Et c'est une perception publique très dangereuse qui doit être gérée. Alors, on doit résoudre ceci il faut contrecarrer ce faux récit avec des données, avec un engagement avec les médias pour qu'ils donnent une image mieux équilibrée de ce qui se passe en Afrique et de ces migrations. Parce que, de détoxifier ces faux récits. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour les gouvernements dans ces pays de gérer la migration d'une manière qui est gagnante-gagnante parce que certains de ces pays ont besoin de cette main-d'œuvre, bien sûr. Et bien sûr, et les pays africains qui doivent donner cette opportunité à leur propre jeune population. La dernière question, je crois que c'était la vôtre, Dr. Kelly. La question à propos de comment le cadre de gouvernance des frontières de l'Union africaine, comment il s'intègre en fait dans ce que l'Union africaine est en train d'essayer d'accomplir sur le continent. Je pense que la gouvernance des frontières, ce cadre, est un élément essentiel, mais je pense que ce qui est encore plus important, le document de politique, c'est le protocole de libre circulation qui se rattache à ceci et a un impact sur beaucoup de domaines. On doit, si cette libre circulation sur le continent va devenir une réalité et qui mène l'Afrique là où elle veut être en tant que continent stable, plutôt que perdu dans le chaos où on a des gens qui sont perdus. Donc, il y a trop d'initiatives pour vraiment aborder tout ceci, mais je pense qu'en gros, on veut... il faut un document général qui peut encadrer tout ceci. Merci. Docteur Ali, vous avez la parole. Docteur Ali, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de déconstruire les idées reçues comme solution pour renverser cette situation malheureusement difficile à laquelle nous avons avec ces migrations irrégulières. Moi, je pense que les technologies de l'information doivent être une voie à laquelle les États africains devraient montrer l'autre Afrique, pas l'Afrique des maladies, pas l'Afrique des souffrances, mais l'Afrique des startups quand même. Je pense que l'Afrique des startups existe. Et cette Afrique des startups, on a besoin d'être visibilisée et partagée de Nairobi à Dakar, de Rabat à Johannesburg. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de faire rêver et de faire fantasmer des jeunes Africains sur des projets africains. Je pense que personne d'autre ne va le faire à notre place. Après, il faut reconnaître que l'Union africaine est en train de faire des efforts. Récemment, il y a la création de l'Observatoire international des migrations basé à Rabat, bien évidemment, qui n'est pas encore effectif en matière d'activité, mais je pense que très prochainement, l'Observatoire va arriver à fournir des évidences qui vont aider les États africains à enfin prendre en charge la question de la migration et faire en sorte que la migration et la question de la gestion des frontières vont être au cœur
des orientations politiques. L'Union africaine a fait également un effort, le Centre d'études et de recherche sur les migrations qui est basé à Bamako. Je pense que ce centre également pourrait jouer un rôle très important. Je pense que ce sont des initiatives à encourager, mais aussi des initiatives à faire connaître. Pourquoi pas donner l'opportunité à cette diaspora africaine qui souhaiterait venir partager, mais pas que aux diasporas, parce que moi je crois profondément à l'établissement de ponts, mais à d'autres populations qui souhaiteraient venir travailler en Afrique. Ça me semble être important que ce soit le jeune américain ou le jeune hollandais qui a envie de venir travailler en Afrique. Avec ces Africains, c'est bien possible. D'autant plus que la COVID nous a donné l'occasion de comprendre que parfois, on peut aller au-delà des frontières lorsqu'on le veut. Lorsqu'il y a eu le COVID, on a vu des populations venir dans ces territoires africains qui, pendant longtemps, étaient des territoires stigmatisés. Je pense que nous devons faire violence sur nous-mêmes et aller vers des destinations où l'on peut travailler avec ces populations. Et c'est le cas aujourd'hui. S'agissant des cadres juridiques, vous savez, nos États sont champions dans l'élaboration des cadres juridiques, mais la grande difficulté, c'est l'application ou l'effectivité des lois. Cela pose problème. Je pense qu'il faut faire connaître ces lois aux populations à travers un discours simple, à travers un discours accessible, à travers des plateformes qui peuvent être partagées un peu partout, mais aussi de faire respecter ces lois. Je pense que c'est de cette manière qu'on peut arriver à faire bouger les choses en termes de cadre juridique. C'est pareil pour les conventions de Niamey et pour cette convention, est-ce qu'elle est connue par des populations locales? Je ne suis pas très sûr. Je pense que quand on parle de la migration, il faut qu'on sache qu'on ne parle pas uniquement aux universitaires et aux politiques. On doit parler aux populations parce que l'universitaire, il est dans la mobilité, alors que ces populations sont dans la migration. Je pense que des efforts doivent être faits et nous devons avec humilité le faire. Et je pense que le partage des savoirs, c'est l'humilité. Le partage des savoirs, c'est la générosité. Et je pense que cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette humilité et de cette générosité pour faire bouger et faire connaître ces questions de gouvernance des migrations et des frontières. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ali. Alors, je crois qu'avec une seule minute qui nous reste, on ne peut pas poursuivre une autre ronde de questions. Mais, Dr. Tondian, vous avez touché sur l'une des autres questions qu'il y avait. En fait, il y avait la question comment impliquer les diasporas africaines dans la lutte contre la traite des êtres humains. Et alors aussi comment impliquer les diasporas dans ces questions au niveau politique, de politique publique sur les migrations et la mobilité aussi. Alors, je crois que même sans savoir que cette question était en train de se poser, vous nous avez donné une petite réponse quand même. Alors, merci beaucoup à tous nos participants qui nous ont rejoints. Nous sommes désolés qu'on n'a pas pu présenter chacun des questions, mais on a fait notre mieux de présenter certaines des grandes questions qui ont été posées. Comme je viens de dire, Madame Achieng et Dr. Tondian ont entouré beaucoup de choses dans leurs réponses aussi. Nous espérons que cela commence au sein du CESA, un échange plus profond, si vous voulez, le continuer sur ces questions. Et nous sommes toujours à votre disposition de faire les liens entre les gens qui s'y intéressent dans le domaine politique public, dans le domaine humain des populations. Et nous allons continuer à suivre ce que chacun de nos panélistes va faire dans le domaine eux-mêmes aussi en tant qu'experts très respectés à propos de ces questions. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui pour le webinaire et à la prochaine fois. Merci beaucoup.